Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. En grève de la faim depuis quelques jours, la 6e promotion de l'école normale supérieure réclame les affectations et la mise en solde, vous le verrez. Malgré la rencontre avec le Premier ministre, certains partis politiques de l'opposition, exclus de la concertation, ne retourneront pas à la table de négociation. Et puis sport football, Manga Sport s'impose à domicile 2-0 face à Asdi Kaki dans le cadre du match en retard comptant pour la 5e journée du National Foot. Les détails dans ce journal. Nous ouvrons cette édition d'informations sur le Front social. La 26e promotion de l'école normale supérieure n'en peut plus. Elle a entamé une grève de la faim depuis hier soir à la cathédrale Sainte-Marie. Elle revendique entre autres les affectations et la mise en solde. Jessica Ondjoa. C'est une promotion qui visiblement est en proie à des difficultés depuis la fin de la formation. Après l'école normale supérieure de Libreville, les affectations, la mise en solde et autres revendications posent un véritable problème. Ils se sont regroupés à la cathédrale Sainte-Marie pour une grève de la faim. Ça fait 2 ans maintenant que nous sommes à la maison, sans affectation, sans mise en solde. Et jusqu'à présent, on n'est que dans les promesses. Et nous avons dit, on en a marre d'être dans les promesses. On a pris cette décision-là de venir se positionner ici pour faire une grève de la faim parce que on ne peut plus nourrir nos familles. On ne peut plus rien faire. Les petites bricoles de gauche à droite, c'est difficile. Alors qu'on sort des écoles. Faire l'école, c'est un problème. Ne pas faire l'école, c'est un problème. On a eu des concours, on a fini la formation. Notre volonté, et du moins ce que nous attendons, c'est que au plus tard, le mois de janvier, toute la promotion devait déjà avoir des matricules et être mise en solde. Chose qui ne s'est pas faite. Et nous ne savons pas quand est-ce cette promesse va être effective. Donc nous sommes dans l'expectative. Et cette expectative nous pousse à nous réunir aujourd'hui, à venir dormir à la Belle Étoile parce que nous n'avons plus de logement. Nous ne sommes plus capables de pouvoir nous nourrir, nous vêtir ou payer nos logements. Donc nous sommes venus ici dans un lieu neutre pour venir dormir à la Belle Étoile, pour que nos autorités comprennent, essaient de s'imaginer la misère que nous traversons. Faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, est tout le sens de la grève de la faim initiée par la 26e promotion de l'ENES. Sortis de l'école, nous sommes censés être affectés avec des mises en solde, donc des salaires pour exercer notre métier. Mais promesses nous ont été faites qu'au mois de janvier, la 26e promotion de l'école normale supérieure devait être affectée avec à la clé des mises en solde. Chose qui n'a pas été faite. Et la misère qui nous accable aujourd'hui est de plus en plus forte au point où nous avons du mal à joindre les deux bouts. Pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, des stratégies à non point finir sont mises en place par ces jeunes. Selon ces derniers, la grève de la faim entamée compte s'étendre jusqu'à satisfaction des réclamations. Célébration ce jour de la journée mondiale du scoutisme au Gabon. Les activités en rapport avec la dite journée aura lieu en fin de semaine. Pour l'heure, la rédaction s'est intéressée à l'aspect historique de cet événement. Chimène Indon. Le scoutisme de l'anglais scout signifie éclaireur est un mouvement de jeunesse mondial créé par Lord Robert Baden-Powell, un général protestant britannique à la retraite en 1907. Actuellement, le scoutisme compte plus de 40 millions de membres dans 217 pays et territoires de toutes les religions et de toutes les nationalités, représentés par plusieurs associations scouts au niveau mondial. Ce mouvement de jeunesse repose sur l'apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. Pour atteindre ce but, le scoutisme s'appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi des activités en intérieur destinées à un apprentissage intellectuel. Le scoutisme s'appuie sur une loi et promesse et a généralement une dimension religieuse ou spirituelle. Les membres sont appelés scouts.
Le scout est connu du public par le port d'un foulard et d'une tenue plus ou moins complète. Célébrées le 22 février de chaque année, les manifestations en rapport avec la journée internationale du scoutisme auront lieu au Gabon à la fin de cette semaine. Pour rappel, jusqu'en 1969, il existait au Gabon 4 mouvements d'action catholique des jeunes, les scouts, citant entre autres Cœur vaillant et âme vaillante, les CVAV, et la JEC, Jeunesse estudiantine chrétienne. Au chapitre politique de cette édition d'information, exclu de la rencontre, Premier ministre et certains membres des partis politiques de l'opposition absents à la concertation, un tête-à-tête qui n'a pas permis à ces derniers de retourner à la table de négociation, les avis des uns des autres dans ce reportage signé Estelle Amban. La présence de Paulette Missombo, Albertine Maganga Moussavou, Terence Niembo Moutono, Gérard Elangema et François Ndombian à cette audience avec le Premier ministre plusieurs jours après le début des travaux de la concertation politique a fait penser à une volonté de rejoindre la table des discussions en dépit de la non-prise en compte de leurs préalables. Pour les principaux concernés, il n'en est rien. Nous avons été dire au Premier ministre ce que nous avons déclaré dans notre communiqué, et ça de visu. Nous lui avons fait comprendre que le format qu'il avait engagé pour la concertation ne répondait pas à ceux qui avaient formulé l'appel et à ceux qui avaient écrit des mémorandums. Nous avons montré à la face du monde, et de la communauté internationale que nous n'étions pas fermés, parce que c'est l'exploitation que le pouvoir a voulu faire de notre non-participation. Nous avons montré que nous sommes disponibles à participer. Maintenant, je pense tout simplement que c'est le gouvernement qui a fermé la porte. Mais j'espère que tout le monde est d'accord que si tu fermes la porte, l'autre aussi peut fermer la porte. Du côté de l'esplanade du ministère de la Défense nationale, les discussions se poursuivent et le délai imparti tire à sa fin. Ce qui devrait découler, sans nul doute, sur des résolutions pour des élections apaisées. Donc, en dehors de M. Melomba qui a un mémorandum, donc ces personnes discutent sur une production intellectuelle qui n'est pas leur propriété. Ils en sont capables. Ils discutent donc sur des sujets qu'ils n'ont pas initiés. Bravo, ils en sont capables, c'est bien, mais c'est le Gabon. Et je ne sais pas ce que le Gabon gagne à refuser que ceux qui ont initié, ceux qui ont fait l'appel, soient présents à une telle concertation. Sur le plan politique, l'année 2023 est une année charnière pour le Gabon, avec en perspective des élections présidentielles, législatives et locales. En dépit de leur absence à cette concertation, ces partis politiques comptent bien jouer leur partition. Et puis certains représentants des partis politiques de l'opposition remettent en cause la crédibilité et l'impartialité de quelques participants à cette concertation politique. Ils se sont exprimés au micro d'Estelle Amban. Il est vraiment gênant que le président demande au gouvernement de convoquer la concertation, mais nous constatons, ça c'est le Front patriotique gabonais, constate que le Premier ministre est le président de la délégation de la majorité. Mais est-ce qu'on peut être juge et parti? On peut être à la fois Premier ministre qui organise administrativement un événement et être participant. Nous sommes étonnés de constater que comme si le pouvoir ne pouvait plus rien proposer d'autre, n'avait plus d'autres personnes, de constater que le président du Sénat est membre de la délégation, le président de l'Assemblée nationale est membre de la délégation. Ce sont des choses sur lesquelles on devrait discuter parce que tout ce qui va être fait là-bas devrait suivre la voie parlementaire. Mais la voie parlementaire, ce qui va ressortir, elle va rencontrer qui? Un acteur de cet espace. Mais alors, nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on voit sortir la liste de ceux qui participent à cette concertation, la majorité a des personnes, plus ou moins individuellement présentées, mais l'opposition a des partis. Or, pour négocier un tel dossier, il était nécessaire de passer par des personnes. L'opposition pouvait regrouper les 30 personnes, mais la majorité actuelle, le pouvoir actuel sait très bien quelle opposition nous avons.
Ils savent très bien qu'ils ont construit leurs opposants. Mais, monsieur, madame, depuis 1993, dans ce pays, les Gabonais savent que le pouvoir en place formate et construit ses opposants. C'est un secret de polichinelle. Nous parlons toujours de concertation politique. Estelle Amban a fait le point des travaux en cours, notamment les questions électorales abordées lors de cette rencontre. Pour les représentants des partis de la majorité et de l'opposition, les travaux vont bon train. Écoutons un extrait de l'entretien du journal du 13h. Alors, ce qu'on va déjà retenir, c'est que les discussions se poursuivent dans la sérénité, on vient de le voir. Les travaux ont débuté le jeudi 16. Voilà. Il y a eu 2 jours de stop, on peut le dire comme ça, et les travaux ont normalement débuté le jeudi 16. Et on ne va pas aller dans le détail du bureau de la concertation, mais on a 2 coprésidents, et le coprésident du côté de la majorité, c'est Alain-Claude Bélébinze, le Premier ministre, et le coprésident du côté de l'opposition, c'est Séravin Dagvin-Akouré, qui est le président honoraire du parti Les Démocrates, le parti de Guy Badama, pour que les téléspectateurs soient fixés. En ce moment, ils sont sur les questions électorales. Mais avant les questions électorales, l'opposition a d'abord mis sur la table quelques questions préjudicielles, voilà, qu'ils estimaient qu'avant de poursuivre, avant d'aller dans le fond de la discussion, il faut d'abord qu'on retienne cette discussion et qu'on en parle et qu'on se dise voici ce qui va se faire pour qu'il y ait un ordre du jour. Donc je pense que jusqu'alors, tout se passe normalement. Il y a un point qui est fait chaque soir par les coprésidents qui ont droit à la parole de façon officielle et les travaux se poursuivent normalement. D'accord Estelle, merci. Et que peut-on dire de cette frange de l'opposition qui a claqué les portes dès le début des travaux? Alors cette frange de l'opposition, elle fait partie de ceux qui ont appelé dès le départ à la concertation. Elle était là le premier jour à la présidence de la République, lorsque le président de la République a ouvert les travaux. Alors je vais citer pêle-mêle comme ça l'Union nationale, le parti Réagir, le parti social-démocrate, et nous avons également le Front patriotique gabonais, donc on a Gérard Elanguema comme leader. Nous avons, voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est des leaders, mais juste dire qu'elle s'est dit qu'il aurait dû avoir une commission ad hoc. Voilà, parce que l'organisation, elle s'est faite de façon unilatérale. C'est ce que cette opposition dénonce. Elle dit que on va dire le gouvernement a décidé d'organiser de façon unilatérale. Le gouvernement a fait un programme. Le gouvernement a imposé ce programme. Entre-temps, ils auraient voulu être là. Voilà, faire partie de la commission ad hoc qui mettait en place ce programme. Donc, c'est ce qu'ils dénoncent. Ils ont claqué la porte, certes, mais ils ont dit qu'ils sont prêts à revenir. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, ils ont été reçus par le Premier ministre. On s'était dit qu'après cette discussion avec le Premier ministre, cette opposition devait revenir autour de la table, mais elle n'est pas revenue. Elle a dit qu'elle a mis en place des préalables et qu'elle souhaiterait que ces préalables soient pris en compte pour aller sur la table des discussions. Donc, elle est toujours hors de la concertation et la concertation se poursuit. Très bien. Alors, on l'a tous vu, il y a eu un léger retard à l'allumage du fait des difficultés liées à une liste consensuelle des participants de l'opposition. Cela peut-il avoir un impact sur le programme de départ, notamment en ce qui concerne la clôture des travaux? Alors, c'est ce que j'ai dit dès l'entame de mon propos, c'est qu'il y a eu 2 jours d'arrêt, c'était le mercredi et le mardi. Voilà, dès le lendemain. Donc, on a le mardi 14 et le mercredi 15. Il n'y a pas eu de travaux parce que vous venez de le dire, il n'y avait pas de liste consensuelle de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur, sinon le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités en ayant une liste sur des critères bien établis. Alors je vais rappeler ces critères. Il y avait la représentativité au sein des 2 chambres du Parlement, des conseils locaux, la prise en compte des noms mentionnés 2 à 3 fois sur la liste établie. Et je vais juste rappeler avant de terminer, c'est qu'au départ, c'était 30 pour la majorité et 30 pour l'opposition. Donc 30 participants, soit 60. Avec ce que l'opposition a eu à dire, le président de la République avait décidé qu'il y ait 10 participants en plus. Donc c'est désormais 40
40. Mais actuellement, il y a quand même une dizaine d'abstentions à la table de l'opposition. Si on s'en tient au fait qu'il y a une majorité qui n'est pas là, voilà, une partie de l'opposition qui n'est pas là, et 2 jours d'arrêt, on aurait dû les travaux, selon le programme établi, du 13 au 23. Donc les travaux devraient prendre fin demain jeudi. Mais on attend la décision qui sera prise peut-être ce soir, parce que les discussions ne sont pas terminées. Donc sûrement ces 2 jours seront rajoutés et peut-être que les travaux prendront fin le samedi ou un peu après. Donc nous attendons la décision qui sera dite par rapport voilà, ce qui va être décidé de façon sûrement consensuelle ou pourquoi pas par le président de la République aussi. Vie associative, les organisations de jeunesse au Gabon s'activent dans la perspective des joutes électorales. L'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix a organisé une conférence débat sous le thème les jeunes étudiants pour la paix. C'était dans la bibliothèque de l'université Omar Bongo. Chimène Nindon nous en dit plus. La responsabilité citoyenne de l'étudiant en période électorale a été le thème au cœur des échanges. Responsabilité citoyenne de l'étudiant en période électorale. Et nous savons également que notre nation, notre pays, le Gabon, aura des élections régionales d'ici juin. Ce sont des élections importantes. Donc les étudiants étant au centre de tout, peut-être pas dans le processus tout entier, mais je pense que l'étudiant a une responsabilité dans le déroulement de tout ce qu'il fait. Œuvrant pour accompagner les jeunes dans leur développement et dans leur formation afin de devenir des leaders nationaux et internationaux, telle est la mission de l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Cette association, qui a organisé une conférence débat, a déjà mené pas mal d'activités. Les activités que nous avons particulièrement, nous avons l'éducation du caractère qui va dans l'accompagnement moral du caractère, de la personnalité. Et nous avons les projets de paix qui vont dans la responsabilité que le jeune a à l'envers de son environnement. Alors l'éducation du caractère, c'est un programme que nous organisons déjà dans les écoles, donc dans les écoles publiques particulièrement, parfois dans les universités. C'est vraiment adressé à toute la jeunesse de 0 à 39 ans, parce que cette jeunesse-là a besoin de se forger pour l'avenir, parce que nous sommes l'avenir. Pour rappel, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix est une organisation non gouvernementale à caractère socio-éducatif, à but non lucratif, laïque. La page internationale de cette édition d'information, visite du président de la République du Niger au Gabon, Mohamed Bazoum, reçu ce matin au Palais Rénovation par son homologue Ali Bongo Ndimba. Au menu des échanges, les questions de coopération bilatérale, le partenariat multiforme entre le Gabon et le Niger. Presse présidentielle. Libreville, palais présidentiel. En visite de travail et d'amitié dans notre pays, le président de la République du Niger est reçu par le chef de l'État. Après les salutations d'usage, les 2 hommes se sont retrouvés pour un entretien en tête-à-tête. Ici, le partenariat multiforme, la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun ont prévalu. J'ai mis à profit évidemment le séjour aussi pour parler des questions d'intérêt commun. Le Niger a des intérêts assez importants au Gabon parce qu'il a une communauté de 15 000 personnes qui disposent d'une carte de séjour, qui m'ont chargé de remercier le président Bongo pour l'accueil qu'il leur a fait sur la terre gabonaise. Si les questions d'ordre diplomatique et consulaire étaient en bonne place dans ces échanges, Mohamed Bazoum et Ali Bongo Ndimba partagent des ambitions similaires pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Au nombre des questions sur lesquelles nous avons un intérêt en partage, c'est notamment la question du changement climatique. Le Niger est un pays du Sahel, l'une des régions du monde la plus affectée par les changements climatiques. La violence qui est en ce moment à l'œuvre dans l'espace sahélo-saharien a partie intimement liée avec les changements climatiques.
Et nous savons les engagements sur le plan international du président Bongo. Nous avons en perspective une grande rencontre ici, comme vous le savez. Nous sommes ici en pleine forêt tropicale. Il y a des questions qui se posent, qui sont totalement différentes des questions qui se posent chez nous. Et évidemment, je n'ai pas manqué d'encourager le président Bongo à poursuivre ce combat parce que cette forêt, vous y êtes, c'est vrai les Gabonais, mais elle nous sert à nous tous. C'est un patrimoine de l'humanité. Ce séjour d'amitié et de travail intervient après la rencontre des 2 hommes d'État en septembre 2022 à New York aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il intègre le contexte global du renforcement de l'axe Libreville-Niamey, régi par des accords de coopération multiformes depuis plus de 4 décennies, avec des perspectives de développement favorables à l'épanouissement et à l'essor socio-économique du Gabon et du Niger. Il était plutôt dans cet élément des activités présidentielles. Nous poursuivons cette édition d'information. Le séisme en Turquie, en Syrie, on en parle également dans ce journal. Au nombre des sinistres, les étudiants gabonais en Turquie, le gouvernement vient d'annoncer de mesures pour venir en aide à ces sinistres. Estelle Amvan nous en dit plus. En l'absence d'un signe distinctif, la déclamation de l'hymne national permet de mettre une identité sur ces étudiants gabonais rescapés en Turquie. Unis désormais autour de l'association des étudiants gabonais sinistrés, c'est à travers des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux qu'ils ont sollicité l'assistance des autorités gabonaises. Franchement, je tiens à dire à tout le monde, à tous ceux qui regarderont ou à tous ceux qui regardent que la situation ici, elle n'est pas facile. Elle a été vraiment difficile pendant les heures qui ont précédé notre évacuation vers Ankara. Nous vivons en ce moment une situation vraiment de stress. Nous sommes en traumatisme constant. Nous ne dormons pas, nous avons des insomnies. Mais par la grâce de Dieu, l'ambassade du Gabon ici à Ankara a pu nous sortir de là à temps. Cet appel, également relayé par l'association des parents des étudiants à l'étranger, n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le gouvernement compte bien réagir. Le ministère des Affaires étrangères rassure qu'à ce jour, cette prise en charge est effective et se poursuit. La mission diplomatique gabonaise à Ankara encadre les étudiants dans leur démarche administrative. Suite au soutien supplémentaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des titres de transport sont mis à la disposition des compatriotes qui souhaitent rentrer. À cet effet, le ministère des Affaires étrangères les invite à se rapprocher de l'ambassade du Gabon à Ankara, qui prendra les dispositions à cet effet. Rappelons que c'est le 6 février dernier que le sud de la Turquie et la Syrie ont été touchés par 2 séismes de magnitude 7,8 et 7,5. Le dernier bilan officiel fait état de près de 45 000 morts, dont 40 689 en Turquie. Nous ouvrons cette page internationale Burkina Faso. Le détachement de Tinakov dans le nord du pays, près de la frontière du Mali, cible d'une violente attaque. Le bilan fait état d'une quinzaine de soldats tués. Récit signé Ralph Lenyongo. Selon la première source, la riposte aérienne et terrestre de l'armée burkinabé a permis de neutraliser des dizaines de terroristes. Les opérations se poursuivent sur le terrain et sont concentrées sur la province de Loudalan, dans la zone des 3 frontières aux confins du Niger et du Mali, qui connaît un regain de violence depuis quelques jours. Le pays, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se sont multipliés depuis le début de l'année au Burkina Faso. Selon des ONG, les violences y ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires
et quelques 2 millions de déplacés depuis 2015. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est donné pour objectif de reconquérir les quelques 40% du territoire burkinabé contrôlé par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique. Mais depuis sa prise de pouvoir, les attaques attribuées à ces groupes n'ont pas diminué. Pour tenter d'enrayer cette tendance inquiétante, Ibrahim Traoré, qui a exigé le départ des forces spéciales françaises du dispositif SAB, basé près de Ouagadougou, entend nouer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays, dont la Russie. L'armée burkinabé est sous-équipée et il cherche à acquérir du matériel militaire auprès de n'importe quel pays prêt à lui en fournir. Quelques brèves en images. La Banque mondiale versera au Tchad un montant de 700 millions de dollars US en 2 ans, engagement confirmé par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diangana, lors de sa visite en République tchadienne. En Centrafrique, dans la préfecture de Basse-Koto, à l'est du pays, l'accès aux soins de santé extrêmement difficile. L'unique formation sanitaire est basée à Alindao, la plus grande ville située à 498 km de Bangui, mais elle ne dispose pas de personnel qualifié au nombre de la population. Des milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'hôpital ont recours aux médicaments traditionnels pour se soigner. Nous allons à présent en Madagascar, le côté du pays frappé de plein fouet par le cyclone tropical Freddy. L'île de l'océan Indien s'est réveillée aujourd'hui avec d'importants dégâts matériels considérables après son passage. Sidela Niman pour le récit. Le cyclone tropical Freddy a frappé l'île de Madagascar dans la soirée de mardi, faisant son premier mort et suscitant la crainte d'importants dégâts pendant la nuit. La plupart des nations de l'océan Indien se sont préparées à son arrivée des jours à l'avance. Le phénomène météorologique était passé auparavant au large de la Réunion et de l'île Maurice, mais il a été moins dévastateur que redouté, l'œil du cyclone étant passé au large de ces îles de l'océan Indien. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, plus de 2,3 millions de personnes sur les 28 millions d'habitants de Madagascar risquent d'être affectées. Nous avons peur de la montée des eaux, accompagnée des rafales de vent qui peuvent tout détruire, comme les fils des poteaux. C'est ce qui me traumatise le plus. Donc vaut mieux se préparer pour faire face à ce danger. C'est pour cela que j'ai déménagé. Les stratégies sont les suivantes. Nous avons fait la sensibilisation de chacun des foyers pour faire face au danger. Parce que selon les informations reçues, c'est l'un des cyclones les plus intenses qu'on ne peut pas négliger. L'île Maurice était également en alerte, ce qui a entraîné la fermeture des commerces et de l'aéroport international de l'archipel. En milieu de journée, les rues, balayées par des bourrasques, étaient pratiquement désertes, sauf devant les boulangeries, où les acheteurs faisaient leurs dernières provisions en pain avant le passage du cyclone. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril. Le nombre de morts à Madagascar se lève désormais à 4 après le passage de ce cyclone. La suite de ce journal, discours à la nation hier du président russe. Dans son discours, Vladimir Poutine a fustigé la politique étrangère occidentale. Il a également annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New START sur le désarmement nucléaire. Sidela Niman pour le récit. Ce mardi 21 février, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé devant le Parlement et devant de nombreux cadres de l'armée et de la société civile dans le cadre de son discours à la nation annuelle. Le président russe accuse l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec son pays. D'après lui, la responsabilité de l'alimentation du conflit ukrainien, son escalade et le nombre de victimes incombent entièrement aux élites occidentales et l'actuel régime de Kiev, qui ne servirait pas ses intérêts nationaux, mais ceux des pays tiers. Vladimir Poutine a également annoncé qu'il retirait la participation de la Russie au traité New START sur la réduction des armes stratégiques. Ce traité de contrôle et de limitation des armements a été signé à Prague en 2010 entre la Russie et les États-Unis dans le but de réduire les arsenaux nucléaires des deux premières puissances nucléaires mondiales.
La situation économique du pays a également été évoquée malgré les nombreuses sanctions et le fait que de nombreuses compagnies occidentales aient quitté le pays. Le président russe vante les opportunités économiques du pays. Comme je l'ai déjà dit, l'Occident ne lance pas seulement une guerre militaire et informationnelle contre nous, mais a également ouvert un front économique. Mais il n'a rien atteint nulle part et n'atteindra rien. Lancez des nouveaux projets, gagnez et investissez en Russie, investissez dans les entreprises et les lieux de travail, aidez les écoles et les universités, les sciences et la santé, la culture et le sport. C'est ainsi que vous multiplierez votre capital et gagnerez la reconnaissance et la gratitude du peuple pour des générations à venir. L'État et la société vous soutiendront, bien sûr. Le PIB russe s'est contracté de 2,1% en 2022, selon des chiffres rendus publics lundi par le Service fédéral des statistiques de Russie. Loin des prédictions apocalyptiques du printemps dernier, et le FMI anticipe désormais une légère croissance de 0,3% pour 2023. Face aux propos de Vladimir Poutine, le président américain Joe Biden, en visite en Pologne, a déclaré que l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Volley-ball, la Ligue de l'Estuaire a lancé son championnat provincial. C'était le week-end écoulé du côté du lycée national Léomba. 3 rencontres prévues. C'est finalement 2 premiers matchs féminins qui ont eu lieu. Résultat, Funny Volleyball opposé à Quan 4 a remporté ce match 3-7 contre 1. Dans la deuxième rencontre, Manga DFIP n'a fait qu'une bouchée de l'association Le Bas Volley Academy en l'emportant sur le score de 3-7 à 0. Le match en retard comptant pour la 5e journée du National Foot opposant AS Dikaki au club de Mwanda Mangasport. L'équipe de Mwanda s'est imposée 2-0. Plus de détails dans cet élément signé Herman Malaga Moussav. Les visiteurs ont pris le dessus sur leur adversaire du jour, sur leurs propres installations. Le club de Fugamu AS Dikaki s'est incliné 2-0 face au club de Mwanda de Mangasport, qui a vraiment besoin de gagner des points dans ce championnat pour confirmer son statut de favori et de prétendant au titre de champion. Un match en retard comptant pour la 5e journée du National Foot 1. Le club de Mangasport n'a eu besoin que de 20 minutes pour pousser la balle au fond des filets de AS Dikaki pour l'ouverture du score par Rick Martel à Logomba, 20e minute de jeu, 1-0. Score qui ne bougera pas jusqu'à la pause. En deuxième période, Jordi Ella, international U23, inscrira à la 65e minute de jeu le second but du club de Mwanda pour une victoire finale au terme du temps réglementaire, 2-0. Il faut préciser que dans ce match, le gardien de AS Dikaki a été exclu. Un résultat qui permet au club de Komilok de rejoindre le peloton de tête du classement du National Foot 1. Avec 17 points aux côtés de CSB, 17 points, CF Mounana 16 points et Vautour FC 15 points. AS Dikaki pointe à la 10e place pendant que le Zosport, Bwengidi Sport et Pélican bouclent ce classement du National Foot 1 respectivement avec 6, 5 et 4 points. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.